Et finalement, abordons les modèles liés au temps, en commençant assez rapidement par la modélisation de trajectoires latentes avant d'aborder l'analyse des traces latentes sur données longitudinales et finir avec les régressions croisées et auto-régressives. Alors, le changement est certainement très omniprésent lorsque nous analysons des phénomènes de manière générale. Les phénomènes changent à travers le temps et il est important effectivement d'en tenir compte de façon non seulement à décrire l'évolution des phénomènes à travers le temps, mais aussi expliquer ce changement. L'analyse de variance à mesure répétée est la base des modèles qui cherchent effectivement à la fois décrire et expliquer le changement. Lorsqu'on étudie le changement, au moins deux problèmes apparaissent. Le premier problème concerne la présence de données manquantes. Au fur et à mesure que le temps de mesure avance, on obtient des données manquantes. Il faut donc analyser la présence de données manquantes pour détecter éventuellement l'existence d'un biais. L'autre problème est que les scores sont dépendants d'un temps à l'autre, de telle sorte que le postulat d'indépendance sous-jacent au modèle de régression linéaire ne s'applique pas. Il faut donc des techniques qui effectivement tiennent compte de cette dépendance. Alors, pour ce faire, on va s'intéresser à un problème de recherche portant sur les troubles de conduite à travers le temps chez des enfants âgés de 8 à 11 ans. Il s'agit du même problème de recherche qu'on avait étudié dans le cadre du cours. Évolution des troubles de conduite qu'on peut prédire en impliquant des prédicteurs comme l'utilisation des services, le genre et les problèmes externalisés. La variable d'intérêt ici étant continue, il est possible de modéliser une trajectoire latente moyenne que vous avez devant vous. En particulier, si effectivement les scores de troubles de conduite au temps 1, au temps 2, au temps 3 sont corrélés, c'est parce qu'il y a une trajectoire latente derrière. Et cette trajectoire latente, vous l'avez devant vous, elle est symbolisée effectivement par deux paramètres. Vous avez l'intercept, ou si vous voulez l'état initial, c'est le score moyen au départ de l'étude, et la pente, précisément le taux de changement. Les deux paramètres représentant ce qu'on appelle la trajectoire moyenne latente. En l'occurrence, ici, on constate que la trajectoire moyenne latente s'ajuste parfaitement par rapport à la trajectoire moyenne observée. La trajectoire moyenne observée ici équivaut à la courbe des moyennes dans le cas de l'analyse de variance à mesure répétée. Étant entendu que nous avions vu qu'il y avait une variation autour de l'état initial et une variation autour du taux de changement, de telle sorte qu'on peut impliquer des prédicteurs pour expliquer la variabilité autour de ces deux paramètres. On en a déjà parlé, tous les individus ne suivent pas forcément une trajectoire moyenne linéaire descendante. Il est possible que d'autres enfants suivent plutôt une trajectoire ascendante. Alors, pour mettre en évidence des sous-groupes ou classes de trajectoires latentes, on utilise l'analyse des classes de trajectoires latentes. En particulier ici, nous avions vu que le modèle a deux classes s'ajustait mieux aux données, et voilà comment il se présente. Alors, on a une trajectoire en décroissance et une trajectoire en croissance, étant entendu que la trajectoire en décroissance regroupe 76,5% des enfants de cet échantillon. Ainsi, clairement, on voit bien que des enfants ont tendance à suivre plutôt une trajectoire qui est atypique, même si ces enfants représentent seulement 23,5% de l'échantillon. Alors, il est possible de chercher à expliquer l'appartenance à la classe, par exemple, 1 plutôt que la classe 2, en utilisant les trois approches que nous avions vues assez rapidement dans le cas de l'analyse de classe latente. C'est la même logique, on peut utiliser les mêmes approches en particulier. De même, il est possible d'utiliser l'analyse de classe latente proprement dite sur des données longitudinales. Alors j'utilise les mêmes données longitudinales portant sur les troubles de conduite, mais en
estimant un modèle de classe latente tout simplement. Alors la syntaxe est la même, rien ne change. En particulier, la seule différence c'est qu'ici, on a des variables quantitatives mesurées à 3 temps. J'obtiens un modèle à 2 classes comme étant le modèle le plus optimal. Et voilà comment se présentent les résultats. En l'occurrence, ici, on n'a plus des probabilités conditionnelles, mais plutôt des moyennes conditionnelles, puisqu'on travaille avec des variables continues et non dichotomiques. On voit bien que les enfants qui appartiennent à la classe 1 ont en moyenne un score de 5,58 au temps 1, pour ce qui est des troubles de conduite, 4,77 au temps 2 et 4,37 au temps 3. On voit bien effectivement que ça descend à travers le temps, et c'est ce que nous voyons ici sur le graphique. Ce sont les enfants sans troubles de conduite et assez stables à travers le temps. De l'autre côté, vous avez en moyenne 13,9 comme score de troubles de conduite chez les enfants de la classe 2 au temps 1. Au temps 2, ça diminue à 12,27, au temps 3 à 10,47. Là aussi, ça diminue à travers le temps, et ce qu'on appelle les enfants avec troubles de conduite diminuant à travers le temps. Ici, on obtient une évolution différente de celle qu'on avait observée tout à l'heure dans le cas de l'analyse de classes de trajectoire latente. Et surtout, toutes les deux courbes diminuent à travers le temps. L'inconvénient de l'analyse de classes latentes sur données longitudinales, c'est qu'elle ne nous dit pas si la diminution des courbes est statistiquement significative ou pas à travers le temps. Donc, ça prend clairement l'analyse de classes de trajectoire latente pour obtenir ce genre d'informations. Mais par contre, l'avantage de l'analyse de classes latentes sur données longitudinales est qu'il est particulièrement approprié lorsque vous travaillez avec des variables qualitatives dichotomiques qui ont été mesurées à travers le temps. Et dans ce cas, nous savons qu'on ne peut pas utiliser l'analyse de classes de trajectoire latente. Alors, une alternative consiste à utiliser tout simplement l'analyse de classes latentes appliquée à des données longitudinales. Et finalement, pour mieux analyser des relations de causalité entre des phénomènes qui sont mesurés à plusieurs temps de mesure, on utilise les régressions croisées et autorégressives. Donc ici, on s'intéresse aux relations de causalité entre les problèmes extériorisés et les troubles de conduite à travers le temps. En particulier, les problèmes externalisés au temps 2 sont prédits par les troubles de conduite au temps 1. Au temps 3 par les troubles de conduite au temps 2 et vice-versa. De même, les mesures de chacune des variables sont corrélées entre elles, étant entendu que l'ensemble des relations est contrôlé ici par l'utilisation des services. Eh bien, on peut spécifier ce modèle à l'aide d'un plus. En l'occurrence, ici, nous avons les relations croisées entre les deux variables, les autocorrélations, ou si vous voulez, les régressions autorégressives. Ensuite, les corrélations entre les erreurs résiduelles des deux variables et finalement le contrôle des relations en impliquant service. L'estimation de ce modèle donne ces résultats. Ici, le modèle est identifié. Par contre, il ne semble pas s'ajuster bien aux données. Le qui carré étant de 56,76, ce qui est très significativement différent de 0. Le RMCA est de 0,188 et il est significatif, et le CFI est inférieur à 0,90. Somme toute, nous sommes en présence de régression croisée autorégressive qui ne s'ajuste pas bien aux données. À la lecture des sorties 1+, on se rend compte effectivement que seules les relations autocorrélées s'avèrent statistiquement significatives. Mais pour ce qui est des relations croisées entre les deux variables à travers le temps, elles ne s'avèrent pas statistiquement significatives. Et ce qu'on voit apparaître ici. La stabilité temporelle est établie ici. Par contre, il n'y a pas de causalité temporelle. Somme toute, ce modèle n'est certainement pas le plus approprié pour prédire l'évolution des troubles de conduite à travers le temps. Étant entendu qu'ici, on aurait pu modéliser un effet médiateur si nous avions 3 variables mesurées à 3 temps de mesure. Et finalement, il est possible d'estimer d'autres modèles encore et encore. La seule limite, c'est votre imagination, disons presque. Par contre, il faut s'assurer que le modèle soit pertinent cliniquement ou sociologiquement
parlant. Concernant la taille de l'échantillon, globalement, il faut minimalement 100 sujets pour pouvoir utiliser et donc procéder à la modélisation structurale, étant entendu qu'on peut y aller avec 10 cas par paramètre à estimer. Le logiciel M+, on l'a vu, n'est pas forcément convivial. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la syntaxe, Amos serait une bonne alternative par rapport à M+, puisqu'avec Amos, la spécification des modèles se fait par le biais de diagrammes. Vous avez juste à créer votre diagramme et à appuyer sur le bouton pour estimer un modèle. Par contre, vous l'avez remarqué, dans le cas d'M+, ça prend de la programmation. Mais somme toute, M+ est quand même un logiciel assez flexible, et si on prend le temps de mieux le découvrir, on peut prendre du plaisir à l'utiliser pour procéder à la modélisation structurale. Merci d'avoir été patient avec moi tout au long de cette session. Ça n'a pas été évident entre les corrections des TP, les capsules vidéo à enregistrer et monter. Mais voilà, j'espère que vous avez trouvé le cours intéressant. En ce qui me concerne, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci.